The 20th Piolet d'Or. Courmayeur, Chamonix, Mont-Blanc. Parago, c'est le vrai Parisien. Il a commencé sur Blot, sur les rochers, un excellent rochassier. Et puis après, il est venu à la montagne avec tous ses amis, ses copains. Donc en 1950, il débarque à Chamonix avec les frères Le Sueur et Armand Denis et ils font la face nord des Drus, quoi. C'est assez extraordinaire directement de passer en 1950 des cailloux de Fontainebleau à la face nord des Drus. Il fallait être culotté et puis certainement ils étaient doués, ils étaient forts, il n'y a pas de secret. Hein. Quitter le boulot, je sais pas, peut-être le vendredi soir, prenait en voiture, rouler toute la nuit, faire une face nord, un truc très difficile. Il venait pas là pour faire juste l'index ou les gaillants, et il faisait la voie, il repartait en voiture, et je suppose que le lundi matin, il était au boulot. Il faut avoir une certaine motivation, une envie, et ce qu'on n'avait pas, je pense, c'est un truc en plus. Après, on peut progresser assez vite. On retrouve Robert toujours avec la même équipe en 1952 à la Walker. À cette époque-là, quand vous avez fait les Pronts Walker au Grand Joras, vous commencez à pouvoir regarder à l'extérieur. À plusieurs reprises, il a participé à des expéditions qui étaient complètement novatrices, qui étaient en avance sur leur temps. Alors la première, c'est la face sud de la Concagua. Hein. La face sud de la Concagua, c'est un 7000 en gros, 6990. Une paroi de 3000 mètres de haut, donc 3000 mètres de haut, c'est la dimension himalayenne. Concentré de glace, de mix, avec en plus, dans le cas de la face sud de la Concagua, des barres de sérac assez hautes, menaçantes et difficiles à gravir. Ils ont commencé à faire comme leurs anciens, c'est mettre quelques cordes fixes, un camp, et puis de réfléchir un peu comment ils allaient faire. Ils ont gravi comme ça le tiers inférieur de la paroi, et puis ils se sont rendus compte qu'avec cette technique, ils mettraient énormément de temps à parvenir au sommet. Alors ils ont tout bêtement décidé de partir de ce camp qu'ils avaient installé, et ils ont escaladé les 2000 mètres restants, qui présentaient des passages très très difficiles, en style alpin. On ne disait pas style alpin à l'époque parce qu'on ne faisait pas encore le distinguo entre le style expédition et le style alpin, mais en 1954, ils ont gravi un 7000 en faisant les 2000 mètres supérieurs de la paroi avec leur sac sur le dos et rien d'autre, pas de corde fixe, pas de camp préétabli, pas de porteur, rien du tout. Ils ont tout fait eux-mêmes, ils ont fait 4 bivouacs et ça a été quelque chose de très très dur. Donc on sait que la plupart d'entre eux ont été gravement gelés. 2 ans après, Robert a participé à une autre expédition novatrice, à la Tour de Mustag au Karakorum. Alors c'est une très très belle montagne qui avait été photographiée par Vittorio Sella et qui faisait rêver les alpinistes depuis le début du siècle. Le Baltoro forme un ensemble de montagnes unique au monde. Ça montraine. Ça monte sur un éperon qui vient flanquer la tour. Mais la voie, qui est la plus rapide, la plus directe, est très exposée aux chutes de cailloux et nous devons impérativement la parcourir avant le lever du soleil. Cette expédition, elle est passée un petit peu inaperçue du fait qu'elle sortait de l'axe principal des alpinistes du monde entier qui était encore de gravir des sommets de très haute altitude en style expédition. Notre nuit du 10 au 11 juillet est très courte. Réveil 3 heures. Le petit déjeuner passe mal. L'altitude se fait sentir. Le jour n'est pas vraiment levé que Contamine cramponne déjà sur les dalles verglacées. L'expédition française était bien dans l'air du temps, puisqu'il y en avait d'autres qui avaient pensé à la même chose, c'était une expédition anglaise. Alors ils se sont trouvés les deux au pied de cette tour de Mustag, chacun son arête, et puis bon, les Anglais sont arrivés les premiers, ce qui n'a pas fait de peine du tout aux Français qui ont fait leur arête de leur côté, qui ont fait la seconde quelques jours après. Et ça s'est passé d'une façon très très actuelle. C'était 2 groupes de 4 sur le même 7000, chacun fait sa voie, et ça s'est très bien passé, et ça a prouvé que à 4 hommes, on pouvait se débrouiller tout seul pour gravir une montagne qui faisait dans les 7300 mètres, déjà technique, sans recourir à des moyens très très lourds, et des centaines de porteurs, et des camps préétablis, etc. Quelques pas encore, et à quelques mètres de mes compagnons, j'agite rituellement les petits drapeaux. 32 heures après notre départ du camp, la tour est à nous, enfin. Pour la première fois dans l'Himalaya, un sommet vient d'être escaladé par 2 côtés différents dans le même temps.
puis Robert, ensuite, a participé à des expéditions qui ont été menées en style traditionnel expédition, mais qui sont à chaque fois des pas en avant. On est resté très très longtemps en altitude, puisque personnellement je suis resté 31 jours au-dessus de 6000, puisqu'on avait établi un second camp de base à ce qui était le camp 3, pour être vraiment au pied des difficultés. Robert avait les qualités qu'un guide peut avoir. Il aurait eu la possibilité de passer ses stages, de faire le professionnel, il l'aurait fait. Et pour moi, Robert, c'est l'amateur par référence, mais je dirais que c'est un amateur professionnel. Et avec, en plus, les qualités humaines qu'on lui connaissait, quoi, de chef, de préparateur, organisateur. C'était l'homme qu'il fallait au bon moment, à la bonne place. À l'époque, il y en avait pas mal, des grands alpinistes qui étaient amateurs, mais c'est vrai que la carrière de Robert est exceptionnelle. Le fait qu'il ait été un pur amateur toute sa vie, c'est assez rare à ce niveau-là. Il était ni sponsorisé, ni guide de haute montagne, il faisait ça pendant ses week-ends et pendant ses vacances. Le Janus, 7710 mètres, et c'était à l'époque un des grands 7000 les plus difficiles à avoir été gravis. Le FIGM a gagné, je crois, le Grand Prix du Festival de Trent en 1963. C'est généralement une belle récompense. Il est devenu chef d'expédition pour les expéditions nationales, et en 1966, il a dirigé l'expédition à la face nord du Huascarán, donc une paroi très haute, et qui présentait une caractéristique intéressante, c'est qu'elle était très rocheuse. Donc à l'époque, c'était une des voies sur un grand sommet les plus techniques, les plus raides et les plus rocheuses. Notre projet, la paroi nord du Huascarán, 6555 mètres. Robert, c'était le chef, le patron. C'est grâce à lui, je suppose, si on est allé au sommet. Hein. Robert avait une maxime, lui il disait le meilleur n'est jamais assez bon. Et c'est vrai, quand on partait en expédition, moi, les 2 expéditions que j'ai faites avec Robert, il y avait le maximum. Hein. Pour lui, il fallait le maximum et le meilleur. Et ça nous a réussi en fait. Mais pour le moment, les 1400 mètres de la paroi nord du Huascarán accaparent nos esprits. Les difficultés commencent. Le terrain instable, la roche pourrie, nous oblige à une escalade délicate, éprouvante pour les nerfs. Le centre de la paroi, en forme de conque, résonne sous l'impact des chutes de pierre. Ce lieu est rapidement baptisé Verdun par Berardini. À proximité, nous installons notre camp 2 de façon précaire mais solidement amarré à la montagne. Au-dessus du camp 2, la raideur augmente, mais le plus impressionnant sont les chutes de pierre continuelles. Ce bombardement incessant devient bien vite le véritable problème de cette paroi. 300 mètres nous séparent du but. Quelques névés très redressés que nous équipons nous conduisent à une longue traversée menant à l'aplomb du sommet. Dernière difficulté, un ressaut d'environ 200 mètres surmonté par une barre de sérac. La difficulté est extrême. Après de pénibles reptations dans les fissures du ressaut et le franchissement de la barre de sérac, une courte pente de neige nous mène au sommet. Nous sommes le 10 juillet, il est 5 heures de l'après-midi. En 2 jours, toute l'équipe parviendra au sommet. Malmakalu, 71, ce pilier, c'était, je pense qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus dur. 11 000 mètres de corde, 60 paires de crampons, 100 piolets, 30 poignards à glace, 540 pitons de toutes formes, 350 mousquetons. Robert Parago,
chef de l'expédition. Au-dessus de lui, les 3000 mètres du pilier ouest du Makalu. Une des grosses qualités de Robert, c'est, je crois, un grand esprit de camaraderie, une façon d'arriver à diriger une équipe de fortes individualités tout en laissant aux gens la bride sur le cou. Et surtout, c'était un chef d'expédition, je crois, respecté parce qu'il dirigeait des gens qui étaient ses pairs. Robert n'était pas un chef d'expédition qui restait dans la tente au camp de base à surveiller les graphiques et à donner des ordres. Premièrement, il était sur le terrain, il était capable de tenir sa place parmi les cordées de tête, il était toujours disponible sur le terrain. Mais je pense qu'il s'entendait très très bien avec les alpinistes, il n'y avait pas de distance entre le chef d'expédition et les membres de l'expédition. Donc c'est ça qui faisait que Robert réussissait. Il a réussi à tous les coups quand il est parti en tant que chef d'expédition. Avec toute l'expérience qu'il avait acquis là, au Huascarán et dans d'autres activités, il a vraiment été le super homme. Ouais. Rapidement, les difficultés deviennent extrêmement sévères, dans un terrain comparable aux plus difficiles parois des Alpes. Les cordées d'assaut se succèdent pour forcer et équiper de cordes fixes des passages de 4e et 5e degré entre 6500 et 7250 mètres d'altitude. Seigneur, Mellet, Mosca et Payot forcent le ressaut vertical. Les difficultés sont telles qu'il leur faut renoncer à l'emploi de l'oxygène. Seigneur et Mellet surmontent à 7600 mètres, dans la tempête, un mur surplombant de 30 mètres. Le 22 mai, ils équipent plusieurs passages jusqu'à 8000 mètres. Épuisés, ils reviennent au camp 6. Le même jour, Seigneur, Mellet et Jacob atteignent le camp 6. Guyot et Jacob redescendent au camp 5. Le 23 mai 1971, à 2 h du matin, Seigneur et Mellet quittent le camp 6. Le temps est merveilleusement beau. Il y a peu de vent. Yannick Seigneur et Bernard Mellet continuent. Et à 16h15, concrétisant les efforts d'une formidable équipe, ils atteignent le sommet du Makalu.